Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. C'est le plus grand de France après le Muséum de Paris. Plus de 150 ans d'histoire, 2,5 millions de pièces, 6 000 seulement visibles. Le Muséum d'histoire naturelle présente une collection des plus riches du pays. Mais comment ça fonctionne au-delà de ces expositions ? Nous sommes avec son directeur, Francis Duranton. Francis Duranton, bonjour, bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Vous êtes donc directeur, conservateur en chef du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, que, je répète, tout le monde ne le sait pas forcément, c'est le deuxième plus grand de France après le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. 2,5 millions de pièces, 6 000 seulement visibles par le public. On a du mal à imaginer la quantité colossale de données, 2,5 millions, c'est assez énorme. Le muséum, ça fait partie de votre vie professionnelle, personnelle, car vous, au départ, vous êtes Aveyronnais, quelqu'un de la région, vous venez de la belle ville de Villefranche de Rouergue, vous êtes paléontologue, diplômé à Montpellier, mais une grande partie de vos études ont été faites ici à Toulouse, chez Paul Sabatier. Paul Sabatier, vous y avez également enseigné. Et tout en gardant cette étiquette de paléontologue, parce que nous savons que vous partez souvent sur les fouilles et que vous dirigez plusieurs études, vous êtes depuis plusieurs années le conservateur du muséum et maintenant, depuis 2011, directeur et conservateur en chef. Alors pour la petite anecdote, nos auditeurs doivent certainement s'en souvenir. Vous êtes aussi un homme de télévision, scénariste et présentateur télé, notamment on se souvient de l'émission Les Dessous de la Terre pour France Télévisions, qui était à l'époque, bien évidemment, une émission scientifique. Alors, la première question, ça semble logique pour quelqu'un passionné de paléontologie, qui vit de paléontologie, soit impliqué dans la gestion d'un muséum aussi important. Mais un muséum, c'est d'abord une affaire de gestion. Comment vous avez appris à gérer quelque chose de cette ampleur ? Écoutez, c'est tout un parcours. C'est-à-dire, d'abord, j'ai fait mes études universitaires de paléontologue. Je suis rentré au muséum en tant que paléontologue et tout de suite, comme conservateur, parce que je suis rentré conservateur, on m'a confié la gestion des collections de paléontologie. Donc déjà, si vous voulez, la gestion des collections, ça fait partie de votre métier. Ça fait partie de mon métier de base habituel. Ensuite, progressivement, et puis c'est le cas aussi dans la recherche, on se confronte très très tôt à l'administration, parce qu'il faut aller chercher des moyens pour pouvoir développer des problématiques de recherche. Il faut organiser des déplacements, rencontrer tout un tas de personnes. Et quand je suis rentré au muséum, très très vite, j'ai été l'adjoint. Nous étions peu nombreux à l'époque, l'adjoint de la directrice de l'époque, Claudine Assur. Rappelez-nous à quelle année vous êtes rentré dans le muséum de Toulouse et combien vous étiez, si vous dites peu, par rapport à aujourd'hui? Écoutez, lorsque je suis entré au Muséum de Toulouse, c'était en 1982, nous étions 35 personnes, dont 29 gardiens, donc vous voyez que l'équipe scientifique ou d'administration était extrêmement restreinte. Aujourd'hui, nous sommes 143 personnes et il n'y a plus de gardiens, donc vous voyez un petit peu la transformation que l'on a opérée dans cet équipement. Donc je vous disais très tôt, je me suis confronté aux règles aussi de l'administration. Le muséum de Toulouse, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas un établissement qui dépend de l'État. C'est un établissement qui dépend d'une collectivité territoriale. Cette collectivité, c'est la ville de Toulouse. Nous sommes un service de la ville de Toulouse. Vous appartenez intégralement à la mairie, oui. Nous sommes un service de la ville de Toulouse. Et donc, fatalement, lorsqu'on travaille au muséum, il faut travailler avec l'administration, la ville de Toulouse, les règles de la fonction publique. Et très très vite, bien sûr, on rentre dans ces questions d'administration, de gestion, qui sont absolument essentielles au bon fonctionnement d'un équipement. Et donc là, vous êtes à la tête, vous avez dit 143 personnes. Ce sont des personnes de tous niveaux confondus, qui viennent de bords un peu différents. Comment vous gérez à la fois, par exemple, on peut dire qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie des scientifiques qui font la recherche, et puis il y a aussi tous les gens qui accueillent chaque jour les c'est plus compliqué que ça encore. Il y a au muséum plus de 70 métiers différents. 70 métiers différents. Mais écoutez, on a par exemple des gens qui sont des spécialistes dans une discipline scientifique. Alors ça peut être des botanistes, entomologistes, zoologistes, ethnologues, préhistoriens, anthropologues, ornithologues. On a ces scientifiques-là. Et puis il y a aussi des chefs de projet qui travaillent sur la préparation des expositions. On a des personnels d'entretien, on a des électriciens, on a des gens qui sont spécialisés plutôt sur le travail du fer, d'autres sur le travail du bois. Il y a aussi tous les travails, je dirais, liés à l'administration.
l'administration, ce qui est ressources humaines, tout le travail autour de l'informatique, le travail que l'on mène sur le web, des community managers, des responsables des multimédias. Donc il y a 70 métiers différents au muséum. Donc en fait c'est extrêmement varié. Et la difficulté, c'est effectivement de mettre tout ça en musique pour le plus grand service des publics qui viennent nous voir. 70 métiers, que vous venez de citer quelques exemples, on ne va pas les reprendre, mais ça montre très bien que le muséum ressemble à une entreprise. D'ailleurs, vous aimez qualifier le muséum comme une PME culturelle. Oui, nous sommes une PME. Je considère que même en étant un service d'une administration, et on est bien conscient, la dynamique que l'on doit avoir, c'est celle d'une PME culturelle. C'est-à-dire, il faut inventer, il faut créer, il faut innover, il faut continuer à développer des activités de qualité, des offres que l'on propose à nos visiteurs, parce qu'il faut renouveler sans cesse l'intérêt d'un muséum. Si vous voulez, traditionnellement, on dit que dans un muséum, on y va 3 fois dans sa vie. La première fois, quand on est coincé, qu'on est petit, qu'on y va avec l'école. La deuxième fois, quand on est parent et qu'on ne sait pas quoi faire des enfants le mercredi après-midi, on les amène faire un tour au musée. Et la troisième fois, c'est quand on est grands-parents, qu'on a les petits-enfants à la maison et qu'on les ramène au musée. Je suppose, vous êtes conscient que c'est assez réducteur. C'est très réducteur, mais c'est la vision traditionnelle que l'on a d'un muséum. Nous, l'objectif que nous avons au Muséum de Toulouse, c'est que les visiteurs reviennent au moins 3 fois dans l'année. Donc bien sûr, il faut développer. On ne peut pas leur montrer 3 fois la même chose. Donc il faut développer, il faut avoir de l'activité. Parce que cette stratégie de renouvellement, renouveler l'offre, être à la fois innovant et attirer le public, intéresser le public, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. D'ailleurs, un des grands moments de l'histoire récente du muséum, nos auditeurs, les Toulousains surtout s'en souviennent, pendant 10 ans, il était fermé, de 97 à 2007. Et oui. Alors ça a été vraiment ce que vous dites, dépoussiéré, parce qu'à l'époque, on se souvient d'un muséum un peu poussiéreux, typique des années 30, enfin voilà, cette image-là caricaturale. Et maintenant, quand on va à l'intérieur, c'est le jour et la nuit, ou alors c'est le coq à l'âne. Oui, mais c'est justement ce que l'on a travaillé pendant une dizaine d'années, c'est-à-dire ce que l'on a essayé de concevoir, c'est un muséum de nouvelle génération, c'est-à-dire un muséum qui bien sûr reste un muséum d'histoire naturelle, et qui gère un patrimoine important, colossal, et qui le gère de manière extrêmement professionnel, on est particulièrement bien équipé pour ça, on a des équipes hyper compétentes, mais également on a modifié un petit peu le positionnement du muséum en se disant ok, nous sommes un musée, nous gérons un patrimoine, mais nous avons aussi un rôle social, un rôle sociétal, et donc notre activité est plutôt celle d'une plateforme culturelle que celle d'un endroit où on va juste pour voir des collections. Alors plutôt que d'aller voir des animaux empaillés, vous proposez simplement des animaux empaillés, on va dire que vous proposez des découvertes culturelles autour du vivant et qui sont intégralement adaptées aux besoins de votre public. Oui, aux besoins ou en même temps aux questions que l'on veut poser à notre public. Je veux dire, lorsqu'on aborde par exemple une question comme celle qui est en ce moment au muséum, la question de l'ours, à travers la question de l'ours qui est notre exposition, on a une programmation culturelle qui aborde d'autres aspects et qui questionne finalement le rapport que nous entretenons, nous, société humaine, nous entretenons avec le sauvage. C'est-à-dire, sommes-nous prêts aujourd'hui? Quel rapport avons-nous avec le sauvage? Ça nous interroge sur les questions de quelle biodiversité en ville, jusqu'où on accepte la cohabitation entre des espèces qui sont réputées prédatrices et nous. Oui, voilà. Au-delà de la simple physionomie au-delà de la simple biologie de l'ours, au-delà de la simple biologie de l'ours, un miroir de l'humain. Voilà, c'est aussi un miroir de l'humain. D'ailleurs, l'ours est un double de l'homme. L'ours se tient sur les pattes postérieures comme l'homme. Lorsque la femelle ours, elle laite ses petits, elle les tient dans ses bras comme une maman tient son bébé. Enfin, il y a énormément d'attitudes de l'ours qui sont identiques aux nôtres, ce qui fait que pour considérer l'ours comme une sorte de double sauvage de l'homme. Les auditeurs vous entendent dire cet exemple qui est assez déterminant, en fait, qui est un très très bon exemple de cela où je voulais en venir. D'ailleurs, il y a quand même votre sourire quand vous parlez de l'ours et du miroir de l'homme. Ça sent une certaine passion parce qu'après toutes les autres expositions permanentes ou temporaires, on pense également à l'exposition temporaire sur l'Afrique du Sud qui est aussi en même temps plus petite mais qui est aussi présente dans le muséum en ce moment. C'est à la fois adapté au public, mais d'une certaine façon, les personnes qui vont les voir, elles se regardent un petit peu elles-mêmes, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est l'objectif, si vous voulez. Quand on va dans un musée, on vient bien sûr, notamment dans un musée de nouvelle génération, comme on a essayé de créer. On y vient, bien sûr, on apprend des choses, on n'y vient pas spécialement pour ça, mais on apprend quand même des choses. Et d'autre part, notre objectif, nous, c'est que les gens se posent des questions sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va, quel choix collectif allons-nous assumer pour les générations à venir. Voilà, toutes ces questions-là, qui sont des questions essentielles, c'est ce qui participe du rôle social d'un équipement comme le muséum. Vous savez, vous me rappelez un ancien invité de cette émission, quelqu'un qui dirige un centre similaire, c'est Jean-Baptiste Desbois, le directeur de la Cité de l'Espace. Que je connais bien, oui. Que vous connaissez
c'est très bien. Et que nous saluons également. Alors, mais quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il attendait de ce que les visiteurs retiennent de la Cité de l'Espace, lui, il disait, avant tout, je veux qu'ils passent une très bonne journée. Ben c'est exactement et ensuite, ça. qu'ils apprennent quelque chose qui, peut-être, ils ne savaient pas. Oui, et moi, je vais un petit peu plus loin, peut-être en disant, j'aimerais qu'à la sortie du musée, ce que je dis à mes équipes régulièrement, la visite du musée est une véritable réussite si à la fin de la visite, le visiteur se pose des questions qu'il ne s'était jamais posées. Voilà. L'idée, c'est de se questionner. C'est-à-dire, on vient là pour apprendre, on apprend beaucoup de choses. Mais si on se pose des questions qu'on ne s'est jamais posées, je pense que là, on a véritablement joué notre rôle de éveilleur de conscience, éveilleur de curiosité. Votre plaisir dans votre travail, c'est de frustrer un petit peu. C'est que les gens se posent des questions. En fait. Non, pas de les frustrer, bien au contraire, c'est leur donner le plus grand nombre de choses possibles, mais qui puissent nourrir leur propre réflexion, leur réflexion personnelle. Qui se posent des questions qu'ils ne s'est jamais posées. Je ne sais pas, moi, si les gens qui viennent voir l'ours s'étaient posé la question, quelle est ma relation avec les espèces sauvages ? Jusqu'à quel point je peux accepter d'avoir des espèces sauvages à côté de chez moi. C'est très facile depuis Toulouse de dire il faut l'ours absolument, mais si je vis en Ariège et que j'ai un ours devant ma porte, comment je réagis ? Voilà, ces questions-là, il faut se les poser. Et c'est tout ça qui fait débat et qui fait que nous sommes une société humaine. Et toutes ces questions, entre vous et les 143 salariés qui sont derrière vous, vous les posez entre vous, comment ça marche avant d'installer une exposition ? Qu'est-ce que vous dites quand vous l'organisez ? Écoutez, il y a un gros travail. D'abord, on ne travaille jamais seul, même si nous avons des compétences en interne. Nous entourons systématiquement d'un comité scientifique pour que les choses que l'on présente soient véritablement bien cadrées. Le discours que l'on tient est un discours neutre, il n'est pas partisan chez nous. Donc déjà, c'est toute une difficulté, parce que bien sûr, dans un muséum d'histoire naturelle, on a des militants d'une cause ou d'une autre, mais on a toujours des gens qui sont tellement engagés, je dirais, à titre personnel dans les choses, qu'ils en deviennent des militants. Nous, notre difficulté, c'est de tenir un discours équilibré, neutre. On n'est pas là pour donner des leçons aux gens, pour leur dire ce qu'il faut faire ou penser. On est là pour leur donner les outils qui leur permettent de choisir ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent. Et ça, c'est toute la difficulté. Donc bien sûr, on a un travail, chaque fois qu'on prépare une exposition, avec les équipes pour veiller à ces équilibres et puis ensuite à développer, trouver des angles d'attaque un petit peu originaux et qui sortent, je dirais, de ce que l'on attend naturellement d'un muséum. C'est sûr qu'une expo sur l'ours au muséum, on s'attend à voir toute la biologie de l'ours. Oui, elle y est, mais il n'y a pas que ça. Et si on se base sur les chiffres, cela semble réussi. 2013, entre 230 et 240 000 visiteurs tout au long de l'année, record supérieur à 2012.